Avant la fin de la Première Guerre mondiale, fut créée la société secrète, les Frères de la Lumière qui prit, plus tard, le nom de Société Vril. Dans celle-ci se retrouvèrent aussi les Maîtres de la Pierre Noire, une nouvelle fondation des Templiers, issue de l'ordre germanique du Moyen Âge, et les Chevaliers Noirs du Soleil Noir, élite de la société Thulé et des SS. Dans ces différentes sociétés se trouvaient quasiment tous les grands responsables nazis et beaucoup de scientifiques, des sommités dans tous les domaines. Cela donna une ligne directrice, un commandement hiérarchisé, et un but idéologique, la motivation de réussir, qui a donné un élan à cette entreprise démesurée, comme on le verra plus loin. D'après certains, les nazis auraient eu connaissance d'un savoir secret, non seulement par des contacts télépathiques avec des extraterrestres leur fournissant les plans de construction, mais aussi par l'étude d'une soucoupe non terrestre qui se serait abattue en forêt noire en 1936. Mais il n'y a aucune preuve de cet événement ni de témoins oculaires qui ont révélé quoi que ce soit à ce sujet. La découverte de ces connaissances est en fait beaucoup plus concrète et classique que l'on pourrait le croire. Même si les nazis avaient en effet une très forte attirance pour tout ce qui a trait à l'énergie du vril. Une énergie qui permettrait de faire vivre l'homme en harmonie avec la nature et qui serait détenue par les habitants d'un monde souterrain, l'Agartha. C'est par cette mythologie germanique liée à l'idéologie nazie, que dans l'esprit des hauts dignitaires du Troisième Reich et surtout de Hitler, la recherche vers des technologies innovantes et des énergies inconnues fut entreprise. Les débuts de la recherche sur les engins à antigravitation. La recherche pour le développement des technologies de propulsion à antigravitation n'était entièrement aux mains des SS. Le Schutzstaffel, escadron de production, E4 ou bureau SSE4, était le responsable du projet dans son ensemble. Malgré la grandeur de la tâche et le nombre de personnes impliquées, qu'ils soient militaires, ingénieurs ou scientifiques, les noms des principaux responsables sont peu connus. La majorité des archives et documents furent perdus ou détruits à cause de l'avance alliée en 1945. Mais la principale cause du manque d'informations entourant ces recherches, c'est le secret absolu dont les SS ont fait preuve. Car la SS disposait de moyens et d'une autonomie qui leur garantissaient un anonymat quasiment assuré, concernant les recherches cruciales et stratégiques, exercées par le Reich. Uniquement les participants directs au projet étaient au courant, et personne d'autre. Les différentes recherches menées au cours de la guerre. Parmi les projets sur la propulsion à antigravitation, il y avait le projet RWS-1, basé en Silésie, Pologne. Ce projet était dirigé par le professeur Walter Gerlach, directeur scientifique, qui était épaulé par les professeurs Thiering et Pasquale Jordan. Les SS l'appelèrent Glocken, la cloche. Les expérimentations furent réalisées en Pologne sur le site minier de Wanselos, situé non loin de la frontière tchèque. En Tchécoslovaquie, dans le protectorat de Bohême-Moravie, les SS étudiaient aussi un système de propulsion à énergie nucléaire, à Pilsen, 1. Le responsable de l'ensemble des projets était le SS-Gruppenführer Kammler. Son second était le SS-Gruppenführer Otto Squab, qui dirigeait la MTS-Gruppe 8 ou MT8-FEP, département de l'armement. D'autres officiers sont connus, comme le SS-Gruppenführer Emil Mazur et le SS-Brigadeführer Heinrich Gartner. Des recherches qui portèrent leurs fruits. La première soucoupe allemande à voir le jour était la RFZ-1, avec une propulsion à antigravitation électromécanique. Son premier vol en 1934 fut aussi le dernier. Elle s'éleva jusqu'à environ 60 mètres. Mais le système de guidage s'avéra inefficace. C'est avec peine que le pilote réussit à la poser au sol, puis à s'en échapper. L'appareil se mit à tourner comme une toupie avant de capoter et d'être mis en pièces. C'était la fin du prototype RFZ-1, mais le début des engins volants à propulsion de type Vril. Son successeur, le RFZ-2, avait une propulsion Vril et un pilotage à impulsion magnétique. Son diamètre était de 5 mètres et ses caractéristiques étaient les suivantes: les contours de l'appareil s'estompaient quand il prenait de la vitesse, et il s'illuminait de différentes couleurs.
Selon la force de propulsion, il devenait rouge, orange, jaune, vert, blanc, bleu ou violet. Intéressant, mais pas terrible comme camouflage. Il fallait remédier à cela. Il ne pouvait effectuer des changements de direction que de 90 degrés, 45 degrés ou 22,5 degrés. Cela demandait donc une certaine maîtrise. Pas évidente pour des combats aériens contre des chasseurs conventionnels. De plus, l'installation de l'armement posait problème. Il fut donc délaissé l'idée de l'utiliser comme chasseur et les recherches se poursuivirent. Après le RFZ-2, ce fut le Vril 1, disque volant qui volait au cours de l'année 1941. Il avait 11,5 mètres de diamètre, possédait une propulsion à lévitation Schumann et un pilotage par impulsion à champ magnétique. Donc aussi maniable qu'un chasseur classique, mais avec les avantages des virages en épingle à cheveux et la possibilité de faire du surplace, en plus. Il atteignait des vitesses de 2900 à 12 000 km/h, pouvait accomplir en pleine vitesse des changements de vol à angle droit sans préjudice pour le pilote, pas la sensation des jets. Plus libre en figure de vol que le RFZ-2. On construisit plusieurs exemplaires du Vril 1, surtout pour avoir des prototypes à disposition pour continuer les recherches. La déclinaison de la série Vril se poursuivit avec plusieurs autres prototypes. Ils gardaient en fait les mêmes caractéristiques au niveau de la propulsion, mais ils étaient beaucoup plus grands. L'objectif était plus gros et mieux armé. Les deux les plus prometteurs furent le Vril 7 et le Vril 8 Odin. Ces deux modèles subirent toutes sortes de modifications au cours des essais. Après de nombreuses tentatives de forme de soucoupe envisagées, ils trouvèrent la solution. Et c'est de là que découlèrent par la suite tous les autres projets. Le projet RFZ-7 fut le bon compromis pour une soucoupe performante et l'embarquement d'armements plus lourds que les modèles précédents. Il était en effet équipé d'un canon sur tourelle dans sa partie inférieure. La maniabilité était accrue, de même que le confort du pilote. Notez qu'avec le canon du dessous en moins, cette soucoupe ressemblerait beaucoup à celle de la série Les Envahisseurs. Une preuve que les Américains avaient connaissance de l'existence de cette soucoupe. En 1944 décolla un nouveau prototype. C'était une soucoupe équipée d'armes moyennement lourdes qui porta le nom de Honebui. Elle avait un équipage composé de 4 hommes, avait 25 mètres de diamètre, sa vitesse au départ était de 4800 km/h pour atteindre, plus tard, jusqu'à 17 000 km/h. Malgré la technologie à antigravitation, les chercheurs ne délaissaient pas pour autant les nouveaux moteurs à réaction, inventés pour le nouveau Messerschmitt 262, le premier chasseur à réaction. Le 14 février 1944, on testa à Peenemünde l'hélicoptère supersonique construit par Schriever et Abel Moll sous le nom de projet V7, qui était équipé de 12 turbopropulseurs BMW 028. Sa vitesse de montée à la verticale était de 800 mètres à la minute, il atteignait une hauteur de 24 200 mètres et sa vitesse en vol horizontal était de 2200 km/h. Il ne fut cependant jamais utilisé car Peenemünde fut bombardé en 1944 et se vit transféré à Prague. Cette ville fut par la suite occupée par les Américains et les Soviétiques. Courant 1944, la Honebui 2 était également fin prête. Son diamètre variait de 26 à 32 mètres, sa hauteur était de 9 à 11 mètres. Elle pouvait transporter un équipage de 9 à 20 personnes, propulsée par un tachyonateur Thulé, elle atteignait dans la périphérie terrestre 6000 km/h. Elle était apte à se déplacer dans l'espace et avait une autonomie de 55 heures de vol. Elle était équipée de 2 canons à rayon fort, KSK, de 60 mm, montés sur une tourelle rotative. Parallèlement à ces derniers, on lança même le projet d'un astronef en forme de cigare qui devait être construit dans les chantiers de Zeppelin, on l'appela Andromeda. D'une longueur de 139 mètres, il devait transporter plusieurs soucoupes pour des vols de longue durée. Il n'exista que sur le papier. On travailla aussi à la Honebui 3, impressionnante entre toutes avec ses 71 mètres de diamètre.
Cet exemplaire aurait volé. On parle d'un décollage qui aurait été filmé. Il existait bien un prototype. Il pouvait transporter 32 personnes, son autonomie en vol était de plus de 8 semaines et il pouvait atteindre une vitesse d'au moins 7000 km/h. Continuant sur leur lancée, les chercheurs imaginèrent une soucoupe gigantesque, la Onebu 4. Avec une longueur de 120 mètres et un équipage de 60 hommes pour la manœuvrer, elle aurait pu en outre embarquer 2 compagnies entières de combat. Mais la fin de la guerre arriva et cette soucoupe resta simplement à l'état de plan. Récapitulatif des différents types de soucoupes inventés par l'Allemagne. La RFZ-1, le prototype de base, il essuya les plâtres. La RFZ-2, plus performant, mais il y avait encore beaucoup de choses à améliorer. Du RFZ-3 au RFZ-6, c'était un même unique prototype, subissant diverses modifications. La RFZ-7, le modèle qui préfigurait les soucoupes Onebu, de par sa forme. Le Vril 1, le premier modèle fiable, dirons-nous. Du Vril 2 au Vril 6, c'était un même unique prototype, subissant diverses modifications. Le Vril 7, à ne pas confondre avec le V7. Le Vril 8 Odin. La Onebu I, 25 mètres de diamètre, existait en 2 exemplaires, vitesse de croisière d'environ 4800 km/h. La Onebu 2, 32 mètres de diamètre, existait en 7 exemplaires, vitesse de croisière d'environ 6000 km/h. Il était en fait prévu de construire des Onebu en série. Une offre aurait été lancée auprès des firmes d'avions Dornier et Junkers. Fin mars 1945, Dornier décrocha le contrat. L'appellation officielle de ces soucoupes volantes devait être d'OSTRA, pour avion Stratosphère Dornier. La Onebu 3, 71 mètres de diamètre, construit en un seul exemplaire, effectua plusieurs vols d'essai. La Onebu 4 n'exista que sur le papier. L'Andromeda, astronef porte-soucoupe de 139 mètres qui resta à l'état de projet. Le V7, malgré sa forme de soucoupe, n'utilisait pas la propulsion à antigravité, mais des turboréacteurs conventionnels. En fait, ce fut le premier hélicoptère à réaction de l'histoire. Témoignages de Français ayant servi dans l'armée allemande. 2 témoignages qui ont été faits à Jean-Marc Roder, docteur en physique et spécialiste de l'antigravitation, suite à une conférence sur les soucoupes volantes nazies. Un Alsacien enrôlé de force dans la Wehrmacht, il avait observé une soucoupe de couleur rougeâtre survolant sa position à basse altitude, environ 60 mètres, lors de la bataille de Koursk sur le front russe. Il estimait la taille de l'engin à environ 20 à 30 mètres de diamètre. Il m'affirma aussi que la soucoupe qu'il avait vue ressemblait à s'y méprendre à un des modèles de Vril. De plus, l'officier commandant leur position d'artillerie leur dit de ne pas s'inquiéter car il s'agissait d'une nouvelle arme de vengeance ultra-secrète testée sur le front. L'autre monsieur, alsacien engagé volontaire dans les Waffen-SS, donna un témoignage encore plus impressionnant. Il m'expliqua que, alors qu'il était basé à Augsbourg en 1944, il fut convoqué avec une vingtaine de ses camarades par son commandant SS. Le commandant leur annonça qu'il se rendrait le jour même à l'aéroport militaire d'Augsbourg pour sécuriser celui-ci durant un test ultra secret. Il leur précisa aussi que la moindre révélation sur ce qu'ils verraient serait sanctionnée par une exécution immédiate. Le témoin m'expliqua qu'il vit sortir d'un hangar, à 100 mètres de sa position, une soucoupe d'environ 30 mètres de diamètre et 15 mètres de hauteur, en forme de cloche et surmontée d'un petit dôme. Elle émettait un faible sifflement ainsi qu'un bourdonnement d'abeilles. L'engin semblait flotter à 2 mètres du sol en oscillant lentement. Il se dirigea lentement vers la piste de décollage puis s'éleva doucement verticalement jusqu'à 100 mètres d'altitude en oscillant comme une feuille morte. Détail intéressant, l'engin de couleur noire devint lumineux en s'élevant, passant d'une luminosité bleue électrique à une couleur rouge grenat sur le côté et orange vif sous le dessous. Il accéléra ensuite à une vitesse foudroyante et disparut à l'horizon en 2 secondes en émettant un son d'orgue.
L'engin réapparut 10 minutes plus tard au-dessus du hangar et chuta en feuilles mortes devant celui-ci avant de se plaquer au sol avec un bruit métallique sourd. Dès l'atterrissage, le témoin et ses camarades furent immédiatement rembarqués en camion vers leur caserne et ne purent approcher le prototype. Bien sûr, il ne s'agit que d'un témoignage qui n'a pas valeur de preuve, mais il m'a paru sincère, d'autant plus que cet ancien combattant avait les larmes aux yeux en me racontant son aventure. Il me remercia même en m'affirmant qu'il attendait depuis cette époque de comprendre ce qu'il avait vu. Je pense que ces témoins ont vu le prototype antigravitationnel Vril 8 Odin. Que sont devenues les soucoupes après la guerre? On ne peut exclure une production en série d'un nombre limité de modèles Onebu I et II. Certains disent qu'une partie des engins ont été coulés dans le lac Mont-Si en Haute-Autriche. D'autres pensent qu'il aurait été emmené en Amérique du Sud ou dans des bases de l'Antarctique. Ou bien qu'ils furent transportés en pièces détachées et entreposés dans différents endroits secrets de par le monde. En tout cas, une chose est sûre, si les Alliés ont récupéré des soucoupes volantes nazies, eh bien ce sont les Soviétiques qui les ont découvertes et eues en leur possession. En effet, ce sont eux qui ont occupé les territoires où se passait toute la recherche et la fabrication. Donc, les Soviétiques ont certainement mis la main sur des plans, des éléments de soucoupe, voire des soucoupes entières, prototypes ou constructions de série. Les Américains, de leur côté, ont forcément eu vent de ces recherches, puisqu'ils rapatrièrent vers les États-Unis la majorité des savants allemands. Et pas seulement dans le domaine de l'aéronautique ou militaire, mais aussi des médecins, des chirurgiens, des neurologues, etc. Les scientifiques et ingénieurs furent récupérés en majorité par les Américains. En mars 1946, le président Truman fit en sorte de rassembler les savants allemands pour que les États-Unis puissent expérimenter leurs avancées technologiques pour leur compte. Des chercheurs allemands furent emmenés dans le cadre de l'opération Paperclip, opération Trombone. Il s'y trouvait, entre autres, Schauberger, Werner von Braun, Mangel, etc. 2. Un refuge dans les bases de l'Antarctique. En 1938, le porte-avions Neuschwabenland embarqua une expédition vers l'Antarctique. Arrivés à l'endroit prévu, les Allemands s'attribuèrent 600 000 km² qu'ils baptisèrent Neuschwabenland. Appellation géographique figurant toujours sur les atlas sous le nom anglicisé de Neuschwabenland. Donc, avant même le début de la Seconde Guerre, les Allemands disposaient d'une implantation permanente au pôle Sud. Des sous-marins firent route vers ce territoire et sûrement tout au long de la guerre. Les marines alliées ont estimé, après avoir dressé un inventaire des effectifs de la Kriegsmarine depuis le début de la guerre, et comptabilisé les pertes réelles, ont estimé que plusieurs dizaines d'unités avaient mystérieusement disparu. Elles n'avaient été ni coulées en opération, ni sabordées par leurs équipages, ni arraisonnées par les forces alliées. Personne ne sait où sont passés tous ces sous-marins. On peut penser que ces sous-marins ne partaient pas à vide, mais avec un équipage et des passagers constitués de techniciens spécialisés, fuyant sur ordre l'occupation alliée en Europe après ou très peu de temps avant la défaite. Du matériel sophistiqué fut débarqué à la base du Neuschwabenland, et aussi certainement des éléments de disques volants en pièces détachées ou tout au moins tous les plans et documents techniques permettant de les construire y furent sûrement mis à l'abri. Des bases fantômes dans l'hémisphère sud. On a repéré en mer du Nord un sous-marin allemand, le U-864, qui, cela a été vérifié, contenait plusieurs centaines de kilos de mercure. C'est d'ailleurs à cause d'une fuite et du problème de pollution qu'on en a entendu parler. Il devait atteindre le Japon. Et nous le savons, le mercure entre dans la fabrication du moteur des soucoupes de type Onebu. Cela veut-il dire que certaines technologies ont été envoyées aussi vers le Japon, pour aider ces derniers à gagner la guerre ou simplement pour les y cacher? L'Antarctique n'était peut-être pas le seul refuge du savoir avancé des nazis?
Outre le territoire antarctique du Neuschwabenland, il existerait d'autres territoires à travers le monde où des colonies perpétueraient la survie du régime nazi, avec d'anciens SS à leur tête, dans des camps parfaitement organisés dont le plus important serait situé en Argentine sur un territoire de 16 000 km², sur les bords du fleuve Limay à 2500 km au sud de l'équateur. Survivants sous la forme d'organisations nazies réparties dans quelques bases secrètes, installées dans certaines contrées. Il était facile, sous une forme extrêmement réduite, microfilms, de transporter les plans, données et autres protocoles de fabrication de ces engins volants, sans oublier les projets non encore mis en chantier. Ces hommes embarqués à bord de sous-marins, bénéficiant également de techniques très en avance sur celles de l'époque et équipés d'un système de récupération d'oxygène pouvant naviguer sous la surface durant plusieurs mois sans se faire repérer. Personne ne sait ce qui a pu être stocké et emmagasiné auparavant comme matériel, machines-outils et de l'étendue des constructions. Dans les années 50, un membre de l'ambassade de France à Buenos Aires, se promenant un jour sur le port, eut la surprise de voir un bateau battre pavillon nazi. Oui, vous avez bien lu, c'était le drapeau à croix gammée. Il s'approcha, et discuta un peu avec des marins du navire qui prenaient l'air sur la jetée. Ces derniers parlaient allemand. Ayant été officier pendant la guerre, il connaissait la langue et put leur parler. Ils lui dirent qu'il était venu pour se ravitailler. Et quand il leur demanda d'où il venait, ils répondirent le plus sérieusement du monde, qu'il était basé au pôle Sud. Le lendemain, lorsqu'il revint au même endroit, le bateau était reparti. Des mystères de l'après-guerre? Le conflit terminé, l'attention des Alliés se porta vers d'autres préoccupations. Plutôt que de chercher à investir des bases fantômes, pour la plupart très mal localisées. Alors, pourquoi avoir soudain, tout juste un an après la fin de la guerre, décidé d'une expédition en Antarctique? Les Américains connaissaient bien sûr l'existence de la base allemande, mais s'ils décidèrent d'intervenir, militairement, avec une action de grande envergure, on peut penser qu'ils détenaient d'autres renseignements. Peut-être pensait-il avoir affaire à de simples constructions et de petites installations classiques. Et quand ils se rendirent compte qu'il s'agissait en fait d'une base de grande envergure, avec un armement perfectionné, ont-ils voulu mettre hors d'état de nuire d'éventuels survivants de l'idéologie nazie. De plus, n'oublions pas qu'Hitler n'est pas mort dans son bunker en 1945, et il le savait, tout comme les soviétiques. Pensait-il y trouver le dirigeant nazi, et du même coup mettre la main sur des secrets technologiques et scientifiques qu'il n'avait pas trouvés lors de l'occupation de l'Allemagne, mais dont il connaissait l'existence par tous les savants évacués d'Europe grâce à l'opération Paperclip. À défaut d'être la vérité sûre et certaine, c'est une hypothèse tout accent grave fait plausible, expliquant l'objectif réel possible, de l'intervention alliée au pôle Sud. La campagne oubliée de l'Antarctique. En 1946, le commandement de la Navy confia la responsabilité d'une opération aéronavale à l'amiral Richard Byrd. Ce dernier avait déjà effectué plusieurs vols de reconnaissance au pôle Nord et au pôle Sud, organisant et participant à plusieurs expéditions dans les zones polaires en 1929, 1934 et 1939 à 41. L'opération Aejup était une opération strictement militaire, mais qui était couverte par l'argument scientifique. Une partie de l'armada quitta la base de Norfolk en Virginie le 2 décembre 1946, pour être rejointe par deux autres groupes d'unités vers des bases de l'Antarctique prévues à l'avance, mais ayant en fait pour objectif, la base de Neuschwabenland. Après avoir installé un camp de base à Little America, les zones été ouest furent couvertes par des patrouilles maritimes et aériennes. Le 22 février 1947, ordre fut donné à toute l'armada d'évacuer et de regagner Norfolk. De retour aux États-Unis, Richard Byrd dira dans une conférence de presse le 5 mars 1947 que la menace la plus grande vient maintenant du pôle Sud car ils ont observé des engins volants pouvant atteindre des vitesses impressionnantes. Le 5 mars 1947, le journaliste Lee Van Eete, qui avait couvert l'expédition,
publia dans le plus grand quotidien sud-américain El Mercurio, une interview de l'amiral Byrd au cours de laquelle ce dernier déclara « C'est dur à entendre, mais dans le cas d'une nouvelle guerre, il faudra s'attendre à rencontrer des avions pouvant voler d'un pôle à un autre ». Il laissa aussi entendre qu'il y avait là-bas une civilisation avancée qui se servait d'une technologie supérieure. Rappelons que ces événements se sont passés en 1947-3. Ce à quoi cette expédition fut confrontée reste encore un mystère. A-t-elle eu à affronter des survivants nazis et leurs soucoupes volantes? Ou ont-ils découvert la capacité de combat des habitants de la Terre creuse, appelés hyperboréens? Officiellement, bien sûr, il n'y a pas eu de combat en Antarctique. Aux États-Unis, il aurait été difficile de justifier auprès de l'opinion publique et du Congrès des morts supplémentaires en Antarctique, avec de nouvelles opérations. Surtout depuis que la guerre était finie. Aussi le sujet resta clos. Cette opération est connue sous le nom de guerre des pingouins, après que le gouvernement indiqua que sur ce territoire il n'y avait que des pingouins et qu'il n'y avait aucun nazi. Mais le 8 janvier 1956, plusieurs scientifiques chiliens revenant d'une expédition sur le continent observèrent pendant plusieurs heures des objets volants en forme de cigares et de disques dans le ciel de la zone de la mer de Weddell. La même année 1956, une nouvelle opération militaire sera mise en place par les Américains, l'opération Deep Freeze. Plus limitée et toujours sous couvert de l'argument scientifique. Les Américains se contenteront ensuite de missions géographiques, météorologiques et de cartographie au pôle sud. Plus tard, il y aura plusieurs explosions nucléaires dans la zone de l'Antarctique, des explosions en haute altitude et une autre qui, d'après les relevés sismiques, semblait souterraine, pour neutraliser les appareils par l'effet de la puissance du champ électromagnétique des explosions. 4. Les étranges lumières en Scandinavie. En 1946, d'innombrables objets lumineux d'origine inconnue mais fabriqués indéniablement par des intelligences furent observés au-dessus de la Scandinavie et provoquèrent un grand émoi chez les Alliés à l'Est comme à l'Ouest. N'oublions pas que les deux grandes puissances connaissaient la base de l'Antarctique et la technologie avancée des nazis. Pour étudier un de ces objets volants qui s'était écrasé en Suède, les États-Unis envoyèrent le général Doolittle comme spécialiste de l'aéronautique, pour examiner les débris. Ce dernier découvrit que les engins étaient en fait des soucoupes volantes nazies. Est-ce pour prévenir une pareille chose au pôle sud que les États-Unis décidèrent d'une intervention en Antarctique? Les Soviétiques ont bien récupéré des soucoupes allemandes, mais ils ne les auraient jamais testées au-dessus de la Suède. Avec leur étendue sibérienne de plusieurs milliers de kilomètres carrés, il ne manquait pas de place pour réaliser des essais en secret. La thèse de l'époque qui prétendait que les Soviétiques auraient lancé des fusées V2 pour les tester, ne tient pas. La V2, une fois lancée, elle monte très haut, à la limite de l'atmosphère, puis elle retombe au sol à plus de 2000 km/h. On aurait bien vu ce qui restait au sol. Une fusée inerte, sans charge explosive, aurait été tout de suite identifiée par ces débris. D'autant plus que de lancer des missiles vers un pays étranger est bien un acte de guerre. Et la V2 est bien un missile intercontinental. On voit mal les Soviétiques risquer un nouveau conflit, tout juste sorti de la Seconde Guerre mondiale. D'autant plus qu'un rapport à l'attention du président Truman indiquait que l'enquête confirmait des observations de vol contrôlé. Ainsi qu'un témoignage sur la descente d'un parachute, juste avant de voir s'écraser l'un de ces engins, la V2 n'avait pas de pilote. À partir de la fin des années 40, des objets volants lumineux furent signalés un peu partout dans le monde, mais surtout au-dessus de l'Amérique du Nord en un nombre sans cesse croissant. Ils étaient pilotés, c'est certain, par des êtres intelligents, ils étaient le plus souvent ronds, en forme de disque ou de cloche. La ressemblance incroyable entre les soucoupes Dembski et les Onebus. Une connexion existe-t-elle entre les deux? Certains auteurs disent que ces ovnis ne ressemblaient pas, en règle générale, aux soucoupes fabriquées par l'Allemagne.
Des documents photos prouvent le contraire, et la version Onnebu a été vue, très souvent et dans différents endroits du monde, depuis 1945. De plus, on a pu constater que parmi les cas de contact avec les occupants d'OVNI, il y a un grand nombre de rencontres avec des êtres conformes à l'idée de la race aryenne. Des blonds aux yeux bleus et qui de plus, parlaient couramment l'allemand, ou bien une autre langue mais avec un accent allemand très prononcé. Comme, par exemple, dans le cas d'Adansky en 1952, le cas de Cédric Ellingham en 1954, et celui de Howard Menger en 1956. Georges Adansky ne fut pas le seul à voir ce genre de soucoupe. Il y eut d'autres témoins, partout sur la planète. Et une preuve de la véracité de la rencontre d'Adansky, mis à part ces photos, c'est le fait que les photos prises par d'autres témoins montrent un objet identique, mais de plus, exactement de la même taille. Par la technique de la projection orthographique, c'est-à-dire de projeter par des lignes la structure et le relief de l'engin, en rétablissant son inclinaison. On s'aperçoit que les soucoupes ont une taille absolument identique. Alors, est-ce que ce sont des anciens nazis qui se mettaient à apparaître dans leur soucoupe Onnebu, histoire de narguer les armées de l'air du monde entier? Ou alors, les membres de l'expédition de 1938 ont-ils découvert une entrée vers le monde souterrain de l'Agartha où, d'après la théorie de la Terre creuse, vivrait une civilisation supérieure à la nôtre? Cette dernière qui aurait transmis une technologie aux sociétés Vril et Thulé. Ce transfert de technologie aurait donc donné des soucoupes allemandes Onnebu, sensiblement identiques aux soucoupes extraterrestres, vues entre autres, par Adansky. C'est cet échange de savoir, qui aurait permis l'aboutissement de la recherche du Troisième Reich sur les engins à antigravitation. Comme on le voit, balayée comme beaucoup le font, la théorie des soucoupes nazies, d'un revers de la main, en disant que tout ça ne tient pas debout, serait une erreur. Il y a tellement de ramifications liées à ce sujet, que si on prenait la peine d'étudier toutes les pistes à fond, on découvrirait sûrement encore beaucoup de choses. La majorité des archives secrètes de la SS sont gardées aux États-Unis et en Russie. Sans parler des matériaux, de pièces détachées et d'exemplaires de soucoupes, récupérés après la guerre.